Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Salut à tous, vous êtes de nouveau avec nous sur les vraies voix du foot, Tonton Maurizio, et ai-je besoin de vous présenter mes invités, monsieur Éric Blondel. Bonjour mes amis, comment vous allez? Ah, je t'entendais pas bien. Oui. Encore un t-shirt de Maradona? Oui, mais c'est le dernier. C'est le dernier, la prochaine fois je change de couleur. Monsieur Pierre Grégoire, regarde l'effort qu'il a fait vestimentaire. Chemise, bouton, cravate, il a encore changé. J'ai franchi une étape supérieure. Bonsoir les amis, c'est le grand soir pour le PSG. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir, bienvenue. Et on a Thomas qui va nous donner tout de suite les questions du jour. Ouais, salut Maurizio, salut l'équipe. Alors deux questions aujourd'hui. D'abord, on revient où sur les gens peuvent voter sur oui, bien YouTube, sûr, vous pouvez voter l'application. donc sur Twitter, enfin sur X maintenant. On revient d'abord sur la demi-finale d'hier, Inter-Barça, entre le match aller et le match retour. Est-ce qu'on a assisté à la plus belle demi-finale de l'histoire de la Coupe d'Europe? C'est la première question qu'on vous pose. Et on parle évidemment du match de ce soir, PSG-Arsenal. On va y revenir longuement. Ouais, qui, selon vous, rejoindra l'Inter en finale de Ligue des Champions ce soir? Ça dit quoi pour l'instant? Je crois que c'était 56% Arsenal tout à l'heure. Ça s'est un petit peu resserré. On est sur 54% Arsenal, 46% PSG. Voilà. On refera un point tout à l'heure. Je vous donne tout de suite le sommaire. Bien sûr qu'on va revenir sur Inter-Barça rapidement. On va parler bien sûr longuement de PSG-Arsenal. On finira avec Bastien Aubert de notre partenaire butfootballclub.fr qu'on aura par téléphone. Et on a un invité exceptionnel qui est monsieur Frédéric Déhu. Est-ce que tu es là, Fred ? Oui, je suis là. Voilà, Bonsoir super. Bonsoir, super que la technologie fonctionne. Voilà, on est très heureux de t'avoir. Restez avec nous. On revient tout de suite après ça. Il y a un petit jingle, je crois. Allez. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors, je vous l'ai annoncé, il est là, monsieur Frédéric Déhu. On est très content de t'avoir. Moi, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Je te remercie du fond du cœur parce que Éric Blondel t'a annoncé, il a dit je vais appeler Fred et tu as dit oui et tu es là, tu es quelqu'un de parole. Donc voilà, je voulais déjà te remercier pour ça. Je sais que je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, mais c'est important, la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Fred, ton regard sur le football d'aujourd'hui, je vais tout de suite te poser la première question. Inter-Barça hier, puisque c'est le premier sujet. On a vu un beau match? Ouais, je crois qu'on a vu même plus qu'un très beau match. C'est vrai que j'entendais dans la présentation de l'émission que c'est certainement un des plus beaux matchs de Ligue des Champions qu'on ait pu vivre. Et oui, effectivement, malheureusement, l'issue est pas celle que j'aurais souhaité. Oui, parce qu'en tant qu'ancien Barcelonais. Mais écoutez, c'est vrai que la physionomie du match a été exceptionnelle et je pense que sur l'ensemble des deux matchs, les deux équipes ont démontré vraiment qu'ils méritaient leur place l'une comme l'autre pour la finale, mais c'est l'Inter qui sera présente. Voilà, on verra. On espère contre le PSG. Avant d'enchaîner les autres questions, je voulais tracer un petit portrait de toi, mais tout le monde te connaît. T'as été, alors, on a un point commun. Tu es né à côté de chez moi. Tu es né à Villeparisis et tu as joué au football à Clé-Souilly. Ah. C'est ça, voilà. Ça, oui. Moi, je suis francilien. Voilà. Donc, quand je t'ai dit t'es un membre de banlieue, au téléphone, tu m'as dit non, plus francilien qu'un membre de banlieue. Ouais, bah c'est vrai que je suis, on va dire, je suis un banlieusard, mais lointain. Voilà. Et non, mais oui, je suis issu de Seine-et-Marne où j'ai vu le jour donc à Villeparisis, comme tu l'as souligné, et puis j'ai fait mes classes en tant que débutant footballeur à Clé-Souilly. Ensuite, j'ai enchaîné à Meaux. Et de Meaux, j'ai rejoint le Racing Club de Lens. Voilà, parce qu'on met toujours, je te le disais au téléphone, on met toujours Mbappé, on met toujours plein de joueurs, plein de monde qui sortent de nos quartiers. Mais quelque part, t'en fais partie. Et voilà, c'est bien d'un moment de le rappeler. Et après, donc, t'as joué à Lens. Je refais ton pédigré rapidement. T'as joué à Lens, t'as joué au PSG, t'as joué à Marseille, t'as joué au Barça et à Levante en Espagne. Ouais. Voilà, longue carrière. Le football a évolué. On a plein de questions à te poser, mais le football a évolué. Je te parlais du match d'hier, mais je les vois, ils sont impatients de te poser des questions. Alors, Pierre, enchaîne, sinon je vais monopoliser. Bonsoir Frédéric. En premier, Pierre? Eric, non, oui, Eric Pierre en premier. C'est grâce à Eric qu'on a très bien avec aussi peut-être. Je vais essayer de laisser la place à Eric après. Bonsoir Frédéric, ravi de vous avoir avec nous. Mais merci encore. Avant d'oublier, il faut rappeler que Frédéric, c'est quand même assez rare, a joué avec les deux entraîneurs de ce soir.
Mikel Arteta au PSG et Luis Enrique quand il était à Barcelone. Donc je lui demanderai tout à l'heure ce qu'il va penser, ce qu'il pense de la physionomie. Frédéric Deyu, je connais par cœur. C'est notre petit Robert Pierre. C'est une encyclopédie du foot. Il est au pas. Rien ne lui échappe. Très content. Frédéric, je rebondis sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Évidemment, en tant qu'ancien joueur du Barça, il aurait espéré que le Barça passe. J'ai eu l'impression qu'après le match aller, beaucoup de gens auraient préféré un petit peu que le Barça passe, un peu avec l'adage c'est le football, c'est un peu valoriser le football, comme si l'Inter aurait un peu volé sa place. Au vu du match d'hier, je pense que l'Inter ne l'a pas volé. Évidemment, pour les fans du Barça, c'est cruel de perdre comme ça. Rappelons qu'ils prennent le but d'Acherbi, un but venu d'ailleurs. Le mec, il a 37 ans, il a jamais marqué en Ligue des Champions, il marque le but du 3-3 qui envoie l'Inter en prolongue, je le rappelle. Et au final, on a envie de mettre en avant les forces offensives des deux équipes. Faut reconnaître que c'était un peu porte ouverte en défense hier. Il manquait du monde au Barça, Pierre. Mais quand t'es le Barça, tu peux pas il manquait du monde, mais désolé, mais l'entrée d'Araújo, et Frédéric a été défenseur central, l'entrée d'Araújo qui rentre avec le brassard en plus, franchement, pour moi, les remplacements du Barça n'ont strictement rien apporté. Oui, mais moi, j'ai toujours pensé que pour aller loin dans la Ligue des Champions, comme je l'ai dit déjà ici, il fallait pas avoir de problème, il fallait passer l'hiver. Donc, pas de carton rouge et pas de blessés. Et là, c'est le préparateur physique qui parle. Hier, ça les a pénalisés. Tout d'abord, Fred, je suis très très heureux de te voir et d'échanger avec toi dans cette émission parce que tu sais l'affection que j'ai pour toi. T'es quelqu'un de qualité, t'as des valeurs extraordinaires. Vous avez travaillé ensemble, on a travaillé ensemble. Voilà, on a été ensemble au PSG pendant un peu plus de 2 ans et mais c'est réciproque et moi je vous remercie. Je te remercie Eric déjà d'avoir fait la démarche de me solliciter parce que c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Et merci à toi. Après, pour revenir un petit peu sur la demi-question qui a été évoquée mais qui n'a pas été posée, c'est je pense pas que l'Inter ait volé sa place en finale parce que sur les 2 matchs ils ont démontré beaucoup de qualité défensive parce qu'il faut pas oublier que avant le match aller contre le Barça, c'était l'équipe de Ligue des Champions qui avait encaissé le moins de buts dans la compétition. Tout à fait. Donc là, en 2 matchs, ils en ont pris 6, mais ils ont jamais, outre le fait d'avoir mené, même quand le Barça est revenu au score et a pris l'avantage, notamment hier, ils ont jamais baissé les bras, ils se sont découverts pour essayer de revenir au score. Donc le mérite leur en revient et il faut quand même le souligner. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le football que l'on préfère, que moi je préfère personnellement, mais voilà, c'est pas démérité d'avoir l'Inter en finale et j'espère que la finale sera du même acabit au niveau prestation qu'ils ont pu jouer les demi-finales. C'était plus ça parce que je finis après tu parles de la finale Inter-PSG. J'espère, on espère Inter-PSG. J'espère de tout cœur. Mais après le match aller, c'est Samir Nasri sur Canal+, après sur le diffuseur, Samir Nasri avec qui Frédéric Deyu a joué aussi décidément, qui avait dit qu'il voulait que le Barça passe parce que s'il voulait que le football passe, c'est vrai qu'on peut pas ne pas tomber amoureux de Lamine Yamal quand on voit ce qu'il fait à son âge. Rafinha qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. On a envie de voir ces joueurs-là évidemment au top niveau, sauf qu'on l'a vu le match d'hier, pas le droit à l'erreur. Rafinha qui a été un petit peu en dessous malgré son but. Je suis très surpris de l'assurance que tu as pris, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'effet Frédéric Deyu. C'est l'effet. Tu sais, c'est vrai quand j'ai dit qu'on allait avoir Frédéric Deyu, il était aux anges. J'ai grandi avec, quoique Eric et Frédéric, vous étiez au seul match qui m'a fait pleurer de tristesse dans ma vie, c'est le fameux La Corogne PSG en 2001 et je m'en souviens malheureusement. J'en fais encore des cauchemars. C'est le seul match où j'ai pleuré de tristesse parce qu'on avait perdu. Fred, dis-nous, on a 2 minutes avant la première courte pause. Dis-nous, le préparateur physique Eric Blondel. Parle-nous un petit peu d'Eric Blondel. Non, mais alors Eric était quelqu'un de très proche des joueurs. Il essayait de rallier tout le monde à la même cause. Voilà, parce que c'était un proche de Luis et Luis l'avait chargé de. Oui, bien sûr. Mais Luis l'avait chargé d'essayer de fédérer tout l'effectif à un objectif qui était commun.
C'était pas chose facile parce que, bien entendu, dans un groupe, vous avez des personnalités qui sont différentes. Il y a les titulaires, il y a les remplaçants. Oui, mais puis il y a la langue aussi, c'est compliqué. Ça fait partie du football parce que vous savez très bien que quand vous arrivez dans un effectif, hormis bien entendu des exceptions, vous n'avez pas de certitude de jouer. Et d'autant plus dans un effectif comme celui du PSG. Donc, vous pouvez commencer la saison, après ne plus jouer. Moi, ça m'est arrivé sous l'ère Fernandez. Et donc, voilà, ça fait partie des aléas d'un sportif. Mais Eric était là pour ça. Et c'est vrai que... En plus, tu avais le brassard de capitaine, donc vous deviez avoir des longues discussions. On a toujours été très proches. Quand Fred était au Paris Saint-Germain, on a toujours une proximité. Parce que Fred est quelqu'un qui fédère, c'est quelqu'un on voit bien, il avait le brassard, il y avait une raison. C'est quelqu'un qui rassemble. On allait lui demander. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui connaît bien le football. Et il connaît la vie du groupe. Et il s'intéressait aussi bien à ceux qui jouaient pas que aux titulaires. Voilà. C'est quelqu'un qui était très important dans un groupe. Est-ce que c'était dur de porter le brassard du PSG, Fred ? Non, parce qu'à partir du moment, vous savez... je suis d'une personnalité assez discrète, mais par contre j'ai du caractère. Et j'ai fait 5 clubs dans ma carrière et dans les 5 clubs, dans 3 clubs de ces 5 clubs, on m'a confié la responsabilité du capitanat. Le hasard n'existe pas. Ça veut dire que dans ma personnalité, il y avait quand même une façon de leadership. Et je vais être complètement honnête et transparent avec vous. Moi, je sais pertinemment de moi-même, je connaissais mes qualités, mes défauts en tant que footballeur. Et je savais que pour réussir, j'étais incapable de le faire individuellement. J'avais la nécessité de la force d'un collectif. Donc, quand on m'a confié cette responsabilité, que ce soit à Lens, à Paris ou à Marseille, j'ai essayé de faire en sorte de fédérer l'ensemble du collectif pour atteindre des objectifs. Et voilà, c'est ce qui ressort quand on parle de toi, c'est ce qui ressort. Tout le monde a le même discours. Voilà. Je t'ai coupé, Fred, parce qu'on va essayer une courte pause de publicité et on revient tout de suite parce qu'on a plein de questions à te poser. Reste avec nous sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot, toujours dans la bonne humeur avec Pierre Grégoire, Éric Blondel, Quentin, que je pense que j'ai oublié de te présenter tout à l'heure. Anthony, pourquoi je dis Quentin? Mais moi, le cerveau, il se ressemble tous. S'il te plaît, respecte-moi. Anthony, Thomas qui vient nous faire un point sur les 2 questions du jour. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'il y a mon tonton qui est en train de nous faire un montage vidéo dans le studio. Elle est très discrète, elle est cachée et je ne vous la montrerai pas. Voilà. Allez, Thomas, fais-nous un petit point sur le... Et on a Frédéric Déhu, bien sûr. Je pose les yeux, je dis, si j'oublie de présenter Frédéric Déhu, mais on sait qu'il est là. Thomas, les 2 questions du jour. Je vous rappelle les 2 questions. Inter-Barça, est-ce la plus belle demi-finale de l'histoire de la Coupe d'Europe? Vous êtes une majorité, près de 70% à nous dire que oui. Et l'autre question, du coup, qui va se qualifier ce soir? PSG-Arsenal. C'est étonnant, vous êtes pratiquement 56% à penser que c'est Arsenal qui va se qualifier. C'est les Anglais qui votent. Ouais, c'est vrai que je comprends pas forcément ces résultats. Je vous fais un scoop qui n'est pas un scoop. Il y a les joueurs du PSG qui sont en train de sortir, qui rentrent sur le terrain. On a Frédéric Déhu avec nous. Merci à toi, Thomas. Tout à l'heure, tu viens nous faire un petit point. Continuez à voter, essayez d'inverser la tendance, donner de la force au PSG un petit peu. Vous pouvez voter sur X, sur YouTube, sur l'application Sud Radio. Pierre, on a Frédéric Déhu avec nous. On est très 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 content de l'avoir et je crois que tu as une question à lui poser. Oui, bien sûr, Frédéric Déhu, tu as évoqué ta carrière au travers de 5 clubs, tous en première division. Une belle carrière selon moi qui t'a mené jusqu'à l'équipe de France. Mais est-ce que du coup, quand tu regardes ta carrière, il y a une décision ou plusieurs décisions que tu regrettes encore aujourd'hui? Sur les choix. Éventuellement. Les choix ou quelque chose qui le... Je sais pas pourquoi je sens une question indirecte. Non. Loin de moi cette idée. Il n'a pas de langue de bois, Fred, attention. Je me souviens de tout, mais non, je rigole bien sûr. Mais au-delà de ça, par exemple à Barcelone, tu es resté qu'1 an, si ma mémoire est bonne. Oui, mais alors, faut tout remettre dans son contexte. Alors déjà pour répondre à la question, non, je n'ai aucun regret et j'assume pleinement les choix que j'ai faits. Et si c'était à refaire, je les ferais parce que, encore une fois, les choix sont faits par rapport à un contexte et à un environnement. Et pour mon départ de Barcelone au bout d'1 an, oui,
il y a une raison à ce départ, c'est simplement que quand je signe à Barcelone en juillet 99, sans aucune prétention, j'ai l'ambition de rentrer dans le cercle fermé de l'équipe de France, où j'obtiens quand même 5 sélections. 5 sélections, voilà. Et donc l'ambition est de faire partie du groupe potentiel à l'Euro 2000. Et pour faire partie du groupe de l'Euro 2000, il faut automatiquement jouer. Donc, ma première saison au Barça n'est pas forcément la plus fructueuse, puisque je commence très bien, mais je me blesse assez rapidement au bout du 3e match lors du derby. Et après, bon, les choses ne tournent pas comme je l'imaginais. Pardon, c'est Louis Van Gaal, non? Oui, Louis Van Gaal comme entraîneur. Et en comment dire, durant la saison, j'avais eu des échanges avec Jean-Luc Lamarche, qui était le directeur sportif du PSG à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai pris la réflexion comment dire, de répondre favorablement à cet intérêt, parce que je me suis dit Paris pouvait me donner une certaine visibilité. Bon, pour l'Euro 2000, c'était presque irréalisable, mais il y avait d'autres échéances qui arrivaient 2 ans plus tard. Donc voilà, se donner une visibilité en sachant que Paris se donnait aussi les moyens d'être présent dans toutes les compétitions, que ce soit nationales ou internationales. Donc voilà, c'était un choix qui était difficile à prendre parce que j'avais encore 4 ans de contrat à Barcelone, mais bon, voilà, j'avais des objectifs personnels que je voulais essayer d'atteindre, et ça a été la raison de ce choix-là. Okay. Mais je le regrette pas. T'as pas l'air d'avoir des regrets. Hein. Tu nourris vraiment pas de regrets. Hein. On s'est parlé au téléphone. Non. Sincèrement, c'est pas pour dire, pour faire croire aux gens que. Oui, il y a pas de démagogie. Tu le penses réellement. T'as fait des choix. J'ai fait des choix. Je les assume pleinement. Je respecte mes choix aussi. Et puis, vous savez, quand vous avez des décisions à prendre, vous savez pas s'il va y avoir la réussite escomptée derrière. C'est juste, c'est des années après où vous vous dites, ouais, là c'est bien, j'ai bien fait de faire ce choix-là parce que ça a fonctionné. Mais bon, ça vous le savez pas avant, sinon ça serait trop simple et trop facile. Ouais. On parlait du foot espagnol, je vais tout de suite te poser la question. Le football espagnol de l'époque était un petit peu en avance sur le football français. Aujourd'hui, tu penses que ça s'est rééquilibré un peu ou le football espagnol est toujours au-dessus? Pour toi qui as joué dans les 2 championnats. Je pense que le football français a minimisé l'écart qu'il pouvait y avoir entre la Liga et la Ligue 1. Mais c'est le cas aussi, je dirais, de la Bundesliga. C'est le cas aussi de la Serie A. Je pense que beaucoup de championnats maintenant, il y a plus beaucoup de différence. C'est simplement les moyens que se donnent les clubs de pouvoir recruter ou se donner, on va pas se mentir, se donner les moyens financiers. Et ce qui est beaucoup plus compliqué en France, hormis le PSG et peut-être Monaco, mais voilà quoi, c'est les moyens de ces clubs-là qui peuvent permettre de continuer à faire progresser la Ligue 1, parce que on l'a vu, le PSG a été capable d'attirer des grands noms. Et ça a fait la promotion aussi de la Ligue 1. Ouais, et je trouve que le niveau et la qualité du jeu va en se bonifiant chaque année. Tout à fait, c'est peut-être pour ça qu'on est en demi-finale de Ligue des Champions, puis tous les ans maintenant on a un club qui est là. Eric, tu voulais lui demander quelque chose? Oui, Fred, Luis Enrique, il a amené quelque chose d'incroyable dans ce club. Nous, on connaît bien ce club tous les deux. Sans évidemment ce qui est passé des Neymar, des Messi, des Mbappé, bon ok, tout le monde connaît, mais là je trouve qu'il a amené un truc qui est invraisemblable, quoi. Tout le monde fédère, ça court dans tous les sens. Ceux qui jouent pas, quand ils rentrent, tu les sens bien présents. Que penses-tu, Luis Enrique? Pour l'avoir côtoyé en tant que coéquipier, mais en tant que joueur, c'est quelqu'un qui vient du nord de l'Espagne et qui est assez buté et assez têtu dans son état d'esprit. Et quand il a une idée en tête, il en déroge pas. Et
quand il a signé au PSG, à mon sens, je ne vous dis pas ça parce que j'ai aucune confidence, mais à mon sens, il avait une idée bien précise de ce qu'il voulait. Et si vous vous souvenez bien, lors de son passage, que ce soit au Barça ou même à la Roma, en tant qu'entraîneur, il a toujours eu une idée directrice de son idée de jeu avec les joueurs comme il le souhaitait. Et il n'a pas dérogé à ça. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à mettre des joueurs de côté parce qu'ils ne rentraient pas dans son plan de jeu. Et aujourd'hui, je pense que le départ de Mbappé a fait énormément de bien à l'équipe, malgré toute la qualité du joueur, mais a permis à certains joueurs de s'émanciper, de se libérer totalement. Et puis aujourd'hui, on est plus dans un esprit collectif qu'individuel. Et ça se ressent dans le jeu. Il n'y a pas une tête qui dépasse et tout le monde est logé. On a l'impression que tout le monde est logé à la même enseigne et qu'il y a vraiment un groupe qui vit bien, comme le dit Eric. T'es d'accord avec ça? Ouais, et puis après, dans ce groupe-là, vous avez les individualités qui font la différence. Mais l'esprit collectif, et de toute manière, on le voit par rapport à l'état d'esprit qui règne dans les matchs du PSG. C'est complètement différent de ce qu'on pouvait voir les saisons passées. Et puis, si vous regardez un petit peu, depuis pratiquement un an, voire un petit peu plus, on parle du PSG que sur l'aspect sportif. Avant, on parlait beaucoup du PSG sur l'aspect sportif, mais sur l'aspect extra-sportif. Ouais. Et cette année, on parle pratiquement pas du PSG dans l'aspect extra-sportif. Ça parle football. Voilà. C'est intéressant, c'est super intéressant, déjà c'est vrai. Mais du coup, Frédéric, est-ce que selon toi, tu penses que les joueurs aujourd'hui, les joueurs d'équipe, sont surexposés? Il y a une pression populaire et médiatique, alors qui est bien sûr exagérée quand il s'agit du Paris Saint-Germain, encore plus quand on fait venir des Messi, Neymar, entre autres. Est-ce que en plus on leur ajoute des matchs, des accumulations de matchs, on en attend beaucoup d'un joueur professionnel aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé par rapport à ton époque? Alors, c'est pas si lointain, je ne te vieillis pas, mais si, ça fait presque 20 ans, donc c'est lointain quand même. C'est un état d'esprit. Non, ce qui a changé, c'est que je pense qu'effectivement, le football a toujours été le sport le plus populaire, notamment en France, mais partout dans le monde. Et aujourd'hui, il y a une telle médiatisation de ce sport que automatiquement il y a une surexposition de l'ensemble des joueurs. Mais moi, ce qui me gêne, je vais vous dire, la seule chose qui me gêne là-dedans, c'est pas l'évolution du football, parce que c'est comme la société, le monde évolue. Moi, ce qui me gêne, c'est que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Ouais. Voilà. C'est la seule chose qui me gêne, parce que vous voyez un match comme hier, Inter-Barça, je pense que tout le monde a pris son pied devant ce match. Et demain, aujourd'hui, j'espère qu'on aura la même qualité de prestation, mais demain, et sans dénigrer la Ligue 1, mais on va voir, peu importe le match, s'il y a un enjeu qui est un peu important, les joueurs s'inhibent. Et à partir de là, on ne voit plus le sport qui nous fait vibrer, qui nous fait rêver. Et c'est ça qui me gêne. C'est qu'aujourd'hui, on en oublie aussi que le football reste un jeu. Ouais, et qu'il y a un enjeu, mais ça reste un jeu. Ouais, tout à fait. C'est ce que je crois que dit. Mais je pense que les réseaux sociaux ont fait de sorte aussi, Fred, que tout ça se développe. Tu comprends, entre tout ce qui se passe maintenant, tout est... Le monde avance, tu vois, le monde avance, il faut s'adapter. Fred, on va encore marquer une courte pause et on revient ici, tout de suite. Oui, il y a beaucoup de pubs. J'ai complètement oublié de te prévenir. J'ai Vanard disant on va se gaver. C'est pas vrai, mais par contre, il y a de la pub. Voilà, on revient tout de suite. Reste avec nous, on revient tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous dans les vraies voix du foot. Je suis toujours avec Pierre Grégoire et Eric Blondel. Je le cite avant toi, je sais pas. Il m'influence. Mais là, moi, je vois Fredo là maintenant avec la lumière et t'es encore plus beau qu'avant, frérot. Voilà. Tu sais que beaucoup mieux. Voilà, on modifie avec le temps. Voilà, Fredo et Frédéric Déhu, grand joueur de football, grand professionnel qu'on est content d'avoir avec nous, qui est en visio. On a Jean-Paul à la régie, Jean-Paul avec nous, et on revient tout de suite. Alors on a Frédéric Déhu, je vais tout de suite toi te donner la priorité. Attention, un prono pour ce soir, t'es confiant pour le PSG?
Oui, j'espère de toute manière. T'as dit un petit oui, hein, on aimerait beaucoup plus Non, t'entendre. non, c'est parce que j'étais en train de réfléchir en même temps au pronostic. Ça va pas être un match facile. Malgré la victoire du match aller, je pense que Arsenal est une équipe très difficile à manœuvrer, mais le PSG va faire valoir tous ses atouts sur ce match au Parc des Princes, et j'espère une victoire du PSG pour les voir en finale, parce que j'aimerais les voir dans une finale mais dans un contexte actuel, pas celui qu'ils ont pu vivre contre le Bayern de Munich lors de la finale jouée. D'accord, Eric? Oui, alors évidemment, on espère tous que le Paris Saint-Germain va passer, parce que bon, pour Paris, pour le club, pour la France, pour le football français, faire une finale de Ligue des Champions, c'est extraordinaire. Mais moi, je suis inquiet. Je voudrais pas qu'ils prennent le premier but. D'accord. Moi, j'ai peur qu'ils reculent s'ils prennent le premier but, parce que j'ai des souvenirs de Marquinhos, le pauvre. Je suis encore dessus, mais j'espère qu'en fin de compte, ils vont marquer les premiers. Voilà, pour être un petit peu plus tranquille. Alors, on peut me tromper, j'en sais rien, mais j'espère. Ouais, Pierre? Ouais, j'espère évidemment comme beaucoup la qualification du PSG. Surtout que la forme des deux équipes est moyenne. On dit souvent qu'il faut dissocier la forme en championnat de Ligue des Champions. Arsenal s'est incliné ce week-end contre Bournemouth, et Paris est sur une. Oui, mais Arsenal n'a pas fait tourner, mon ami. Exactement, j'allais y venir. Bien joué. D'ailleurs, au niveau compo, Thomas Partey fait son retour. On a la compo qui est tombée. Thomas Partey fait son retour ce soir. C'est Trossard qui avait eu la plus grosse occasion d'Arsenal à l'aller qui démarre sur le banc, et Dembélé démarre sur le banc également. Voilà, côté on a Jean-Luc, je te coupe, on a Jean-Luc qui va nous donner la compo. Un prénom différent à chaque intervention. Donne-nous la compo du PSG. On a Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neve, Vitinha, Fabian, Barcola, Doué et le géorgien avec un nom imprononçable. Kvaratskhelia. Tu me demandes à moi. Kvaratskhelia. Voilà. Pour finir sur ça, c'est vrai que moi je pense que je l'avais déjà dit la semaine dernière, s'ils se font éliminer ce soir, je serais d'autant plus déçu que s'ils s'étaient fait éliminer au tour précédent. Seulement, ils sont si proches, et comme l'a dit Frédéric aussi, j'ai envie de les voir déjà en finale, évidemment, pour le foot français et tout ce que ça représente, et les voir jouer contre une équipe un peu différente. Alors non pas que toutes les équipes anglaises se ressemblent, mais je serais curieux de voir là vraiment l'Inter Milan. Bon, l'Arsenal c'est très costaud, mais l'Inter Milan, je serais très impatient de voir cette finale là à Munich. On va évidemment pas vendre la charrue, mettre la charrue avant les bœufs, c'est mieux dans ce sens-là. Parce qu'on va pas l'acheter. Hein. J'allais poser la même question à Eric et à Fred. Alors, comme vous voulez, je vais la poser d'abord à Fred. Voilà. Toi, t'es éliminé ce soir. C'est normal. Voilà, on a Fred, on en profite. C'est normal. Fred, est-ce qu'on joue une demi-finale retour de Ligue des Champions en connaissant son adversaire pour la finale éventuelle? Est-ce qu'on joue de la même façon que si on est encore dans l'expectative, qu'on ne sait pas encore contre qui on va jouer en finale? Est-ce qu'on aborde le match de la même façon? Je pense que les joueurs abordent le match avec l'ambition de le gagner et puis de se qualifier pour la finale. Après, vous savez, quand vous arrivez dans une compétition telle que celle-ci, vous faites abstraction de tous les adversaires que vous pouvez avoir, puisque de toute manière, pour la gagner, vous devez vous être confronté à ces adversaires. Donc après, il y a des styles de jeu qui correspondent mieux au système de jeu effectivement du PSG. Mais quoi qu'il en soit, pour arriver à ses fins, il faut gagner, et peu importe l'adversaire. Donc, je pense pas. Je pense que là, ce soir, c'est surtout l'ambition de faire plaisir aux supporters parisiens, de gagner et puis de se retrouver en finale le 30 mai, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais 31 mai, il me semble. 31 mai, 31 Munich. Parce que à ma question, vous avez compris, c'était qu'inconsciemment, voilà, tu parlais de style de jeu et c'est exactement là où je voulais mettre le doigt. C'est qu'inconsciemment, tu sais que tu vas jouer l'Inter qui joue en 3-5-2. C'est quand même différent de si tu dois jouer le Barça. Que t'as Lamine Yamal, t'as des joueurs de couloir. Les points forts, les faiblesses, ça influence. Les joueurs, ils sont jour après jour. Entre aujourd'hui et la finale, ils ont le temps de penser à leur adversaire. Aujourd'hui, c'est un adversaire bien précis. C'est Arsenal avec un style de jeu qui est un petit peu similaire à celui du PSG, où il y a une possession de balle et
Et voilà, peut-être qu'il y a un pressing qui est moins haut de la part d'Arsenal, mais je pense que de toute manière, que ce soit Luis Enrique ou Mikel Arteta, pour l'équipe qui ira en finale, aura tout le temps de bien préparer ce match-là et puis d'étudier le système de jeu De adverse. toute façon, ce serait la pire chose à faire de jouer la finale avant la demi-finale, de penser à la finale. Non, mais là, ils pensent pas du tout à la Coupe de France, pas du tout à la finale de Munich le 31. Ils sont focalisés sur ce soir et croyez-moi, ils ne pensent qu'à ça. Donc on peut être positif, on n'a pas à croiser les doigts, ça va le faire. Oui, allez, donne-nous une bonne énergie. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Moi, je veux que tu me dises que Paris va aller en finale. Mais ils vont gagner, ils vont aller en finale. Voilà, Eric, ils vont gagner, ils vont aller en finale. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? On a Bernard à la régie qui va nous donner la compo d'Arsenal, on va en savoir un peu plus. Exactement, on a Raya dans les cages, on a Kivor, Saliba, Timber et Lewis Selly en défense, Partey, Odegaard, l'excellent Odegaard et Rice sur les milieux, Martinelli, Merino et l'excellent Saka sur le couloir droit, qui peut faire très mal, je pense, au Paris Saint-Germain. Ça fait peur. S'il n'est pas muselé comme à l'aller, mais c'est vrai que voilà, les forces d'Arsenal, on les connaît ici, mais j'ai envie de partager la confiance d'Eric, notamment sur ce match-là. Je vois peut-être pas le PSG gagner. Mais du coup, passer. Toi, tu vas pas sortir du studio. Mais faut être réaliste. Combien de fois, tu l'as souligné, les désillusions, on peut dire qu'on en connaît, on en a vu beaucoup. Passer à autre chose. Oui, mais justement, et c'est là où on verra vraiment la force de Luis Enrique, de son groupe, et ce qu'il a réussi à faire de ce groupe-là. La force des joueurs, surtout. Moi, personnellement, je vous donne mon point de vue, c'est que je pense que collectivement, le PSG est supérieur à Arsenal, et individuellement aussi. D'accord, tu me fais le lien. Fred, j'allais te demander William Saliba, parce que c'est un peu mon chouchou, c'est mon pote. Et William Saliba, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça va devenir le plus grand défenseur du monde? Si ça ne l'est pas déjà, il n'est pas loin. Sincèrement, je pense pas. Non? Sincèrement, je pense pas. Il en fera partie, certes, ça c'est indéniable. Mais je ne pense pas que ça deviendra le meilleur défenseur du monde. Qu'est-ce qui manque un peu, Fredo, d'après toi? Il manque quoi pour lui? Je pense qu'il manque du caractère. Vous voyez, je pense qu'avec toutes les qualités qu'il a, s'il avait eu un caractère à la Sergio Ramos, oui. Là, je vous dirais, oui, ça peut devenir le meilleur défenseur du monde. Est-ce qu'il faut qu'il change de pays, de culture pour acquérir un peu plus de tempérament? Parce que moi, j'ai suivi son évolution, je vous promets que c'est vrai, je l'ai connu petit, et il a quand même acquis pas mal de choses. Je suis d'accord avec toi qu'il manque peut-être encore de caractère et puis de s'imposer, vraiment d'être un leader. Ouais, voilà. C'est ça que fait attention, il en fait une à chaque match. Depuis quelques temps, là, il s'est un peu loupé. Faut pas mélanger les choses. Je pense que c'est un joueur qu'il joue avec ses qualités, comme il le fait. Il progresse d'année en année. Il devient indiscutable. Par contre, je pense que ça sera difficile de changer sa personnalité. Ouais, et cette personnalité, ce que je vous dis, ce caractère, c'est quelque chose que l'on a en nous ou que l'on n'a pas. Alors, pour faire un parallèle, bon, malheureusement, actuellement, il a des petits soucis physiques, mais un Saliba avec le caractère d'un Presnel Kimpembe, c'est pas le même joueur. Ouais, c'est ça. C'est pas le même joueur. Parce que dans les débats... Vas-y, Fred, pardon. Non, parce que voilà, comme le disait Eric, c'est vrai qu'il y a des fois, il n'est pas rassurant, et quand on le sent dans une période assez creuse, c'est des courtes périodes, hein, et on n'a pas visuellement, on n'a pas cette expression de caractère qui va faire que c'est passager. Que voilà, et c'est là où j'émets un doute sur le fait de devenir le meilleur défenseur du monde. Mais par contre, je vous dis, il en fera partie. Oui, il fera partie des 5 meilleurs défenseurs du monde, ça c'est sûr par rapport aux qualités qu'il a. D'accord, tu t'es bien rattrapé parce que j'allais dire, je l'aimais bien, tu vois, Fred, et puis d'un seul coup, il a perdu des points. On l'a eu à Saint-Etienne, nous aussi. Oui, c'est pour ça, tu l'as bien connu. C'est pour ça qu'il est des fois. Alors, ce que dit Fred, il a raison, parce que des fois, quand tu as un défenseur central qui a un caractère bien important, bien trempé, ça rassure les autres. Ouais. Et quand tu es comme lui, un petit
petit peu, les autres sont pas très rassurés. En plus, Fred, c'est vraiment le capitaine qui parle, tu vois. Donc, Fred, il a joué aussi bien en 6 qu'en défense centrale. Il connaît bien ces postes-là, tu comprends. Dans ce genre de débat, surtout sur le poste de défenseur central, c'est vrai que les noms qui reviennent souvent, ça va limite au-delà du sportif, c'est même dans la carrure, j'ai envie de dire. Il y a Van Dijk, Fred a dit Sergio Ramos, Fred a joué avec Carles Puyol. C'est quelque chose, quand un joueur arrive sur la pelouse, il dégage quelque chose. Alors Saliba, en plus d'avoir une armoire à trophées un petit peu vide pour l'instant, c'est vrai que ça, c'est vraiment... Il est jeune. Oui. Non, mais vous avez cité un joueur, Van Dijk. Quand vous le regardez rentrer sur un terrain, quand vous voyez que son équipe est en difficulté, ne serait-ce que par des paroles, par une attitude, par une posture, il dégage quelque chose. Et ce que, pour moi, n'a pas pour le moment William Saliba. Exactement. Et voilà. Alors, à un degré moindre, Rudiger, par exemple, sont des défenseurs qui marquent de par leur caractère, de par ce qu'ils sont capables de faire au-delà du sportif. Il y a Thiago Silva qui aurait pu en faire partie aussi. Ouais. Quelqu'un qui rentre sur le terrain et qui montre quelque chose. N'est-ce pas, Eric? Voilà. C'est pas possible. Non, mais maintenant qu'il allait me l'arrêter, c'est pas possible. J'ai complètement oublié de te dire, Fred, il y a un moment important dans cette émission. Tu vas subir, comme nous. On est prêts. C'est la minute de Pierrot. Donc il nous fait un tour d'Europe. Et normalement, ça dure à peu près 1h20. Donc va te restaurer, va voir le mercredi prochain. J'ai réduit à 1h. Allez, la minute de Pierrot. Je vais essayer de faire vite, mais comme d'habitude, en plus, plus on approche de la fin des championnats, plus il se passe beaucoup de choses. Je commence le traditionnel tour d'Europe avec le chiffre du week-end, c'est 31. 31, c'est donc l'âge auquel Harry Kane aura finalement obtenu son tout premier trophée officiel, puisque ça y est, le Bayern Munich a raflé son 34e titre de champion d'Allemagne ce week-end. Les hommes de Vincent Kompany qui ont pourtant cru qu'ils allaient devoir patienter après leur nul obtenu difficilement sur la pelouse de Leipzig. Ils étaient menés 2-0 à la mi-temps pour finalement revenir. Et le but de Leroy Sané, le but du 3-2 a même été fêté comme le but du titre. Au final, Leipzig les a un peu refroidis à la dernière seconde pour faire un 3 partout, mais le nul de Leverkusen dimanche a officiellement sacré donc le Bayern devant leur télé. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, avec ou sans Xabi Alonso, c'est la question, puisque vous le savez, il est très pressenti au Real Madrid, qui est sûr de finir deuxième de Bundesliga, donc on les retrouvera l'année prochaine. Je te coupe 2 secondes, on a une info, Donnarumma est rentré au vestiaire, on ne sait pas trop, je vous donne la suite tout à l'heure, on ne sait pas trop ce qui se passe, il est rentré tout seul au vestiaire. Continue. Préparation mentale, j'espère, parce qu'on a besoin de Donnarumma ce soir. Donc Xabi Alonso fortement pressenti au Real Madrid. Je rebondis sur le Real, comme vous le savez, parti pour boucler la saison sans trophée majeur, même s'ils ne baissent pas la cadence en championnat. Ils se sont imposés face au Celta Vigo avec un doublé de Kylian Mbappé, mais surtout un but magnifique d'Arda Güler que je recommande, la pépite turque du Real Madrid. Le Real qui a raison. Attends, juste Fredo, ce que tu sais pas, c'est qu'après il y a le championnat chypriote et roumain qui va nous faire. Il n'y a pas que ça, le championnat européen. Il va nous faire aussi les championnats seconde zone. Je t'ai eu à Bucarest. À ta santé, mon petit. Au Burkina Faso, alors. Le Real Madrid qui ne lâche pas le Barça qui s'est aussi imposé à Valladolid, officiellement relégué, qui compte 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et si je vous parle de ça, qu'est-ce qui se passe ce week-end? 16h15 dimanche, je vous le donne en mille. Le classique. Un énième classico cette saison, mais qui pourrait être particulièrement décisif et attendu. Donc ce sera au Montjuïc à Barcelone, Real Madrid. Donc on va suivre ça avec attention. Je vous en parlerai. Je sais que vous kiffez ça la semaine prochaine, bien sûr. La situation similaire en Italie, Maurizio. L'Inter Milan, en plus de briller sur la scène européenne, on l'a vu hier, continue sa chasse à l'homme, ou plutôt sa chasse au Napoli. Ça y est, il n'en peut plus que Napoli maintenant. Voilà, ça y est, sorti là. Les hommes de Simone Inzaghi qui se sont défaits de l'Hellas Vérone sur un penalty d'Aslani, l'Albanais, qui a pu marquer depuis plus d'1 an, et qui tire la cadence aussi du Napoli, qui s'est imposé un peu plus difficilement à Lecce sur une inspiration de Raspadori, un coup franc direct côté gardien, qui a offert les 3 points. Et Naples est toujours en tête du championnat. Naples est toujours en tête du championnat, 3 points d'avance sur l'Inter, d'autant que Naples va recevoir 2 fois et se déplacer à Parme, tandis que l'Inter va se déplacer 2 fois chez des équipes mieux classées et recevoir la Lazio, qui eux-mêmes se battent pour la 4e place en Italie, et ils sont à égalité de points, ils sont 6e à égalité de points avec le 4e, la Juve. Ça fait que la Lazio va tout donner, et l'Inter, on va voir, en plus ils ont fait une prolongation hier, on va voir si l'Inter ne lâche pas des plumes dans la bataille, mais en tout cas on va suivre ça, s'ils capitalisent sur leur prestation XXL d'hier, ou s'ils accusent un peu la fatigue. Et puisqu'on s'en prend
on prend quand même beaucoup de plaisir à suivre les championnats. Dites-moi, vous pensez qu'on va arriver pour le début du match ou pas? Si même Frédéric Delis s'y met. Fred, il a compris que ça partait en vanne. Merci Fred. Moi je rentre, j'ai un taxi. Arrêtez-le, on n'en peut plus. Allez. Rentre, j'ai un taxi. Non, je finis sur ça. Je passe l'Angleterre parce que c'est déjà joué comme vous le savez. Mais je vais dans un championnat que j'ai pas l'habitude d'aborder, c'est au Portugal. Le Sporting Lisbonne est premier du championnat, 78 points. Le Benfica second, 78 points également. Deuxième, et pas devinez, second. Deuxième, exactement. Deuxième, 78 points. Et je vous laisse deviner ce qui se passe si je vous en parle. Ce qui se passe ce samedi à 19h. Eh ben, il y a le derby. Au Stadio da Luz, le Benfica reçoit le Sporting pour le match qui décidera sûrement du titre. C'est quasiment fini. Ah si, c'est fini. Merci Pierrot. Fred, on revient à toi parce que je sais qu'il faut qu'on te libère. On t'a déjà pris beaucoup de temps et c'est très gentil de ta part. Est-ce que tu es toujours dans le football? Non. Plus du tout. Non. J'ai depuis peu, puisque ça remonte au mois de janvier. Avant ça, pendant 7 ans et demi, j'étais ambassadeur et chargé du développement d'une multinationale espagnole qui s'était développée dans l'accompagnement et le conseil sportif des footeux. Donc j'étais en charge de développer ça en tant que directeur France. Et j'ai arrêté ma fonction en début d'année, donc au mois de janvier, parce que j'aspire à partir sur d'autres projets. D'accord. Donc pour l'instant, non, je ne suis plus proche du football. Tu tapes plus du tout le ballon, tu joues même pas en vétéran avec des potes, tu touches plus le cuir. Si, je fais encore des petits matchs. Et ben j'en fais un la semaine prochaine avec les anciens du Barça, voilà. Voilà. Bien ça. Voilà, information Sud Radio. On va te libérer, Fred. C'est très, très, très gentil d'avoir participé, d'être venu avec nous pendant ces 45 minutes. Le jour où tu es sur Paris, viens nous voir. Ah oui, avec plaisir. Surtout, la porte est ouverte. Tu fais partie de la famille Sud Radio. Merci pour ta gentillesse, comme d'habitude. C'est gentil. Merci à vous et ton pour l'invitation. humilité éternelle. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir un petit peu toutes ces discussions. Et j'espère aussi que ce soir, aussi bien Sud Radio que tous les supporters parisiens pourront célébrer la victoire du PSG. Ouais, c'est bien, super. Voilà. Merci à toi, Fred. Merci Fred. Voilà, merci. À très bientôt. On est sur une dernière courte pause et on revient avec Bastien Aubert de But Football Club et le point sur nos questions. Voilà, Thomas est avec nous dans le studio. À tout de suite. Merci Fred. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Je suis toujours accompagné d'Éric Blondel. Enchanté, mes amis. Qui est repassé premier. Pierre Grégoire. Thomas qui va nous faire un point sur les 2 questions du jour, sur nos sondages. Mon tonton qui est dans le studio et Mohamed à la réalisation. Allez Thomas, dis-nous tout de suite les 2 questions du jour. Qu'est-ce qu'ont voté les gens? Rapidement, les 2 questions, je vous les rappelle. Inter-Barça, un 3-3 à l'aller, 4 au retour. Est-ce la plus belle demi-finale de l'histoire de la Coupe d'Europe? Vous êtes 63% à nous dire que oui. Et l'autre question, ça concerne le match de ce soir. C'est dans 10 minutes maintenant. PSG Arsenal, qui va se qualifier en finale de Ligue des Champions? Vous êtes 53% à penser que ce sera Arsenal, mais je pense qu'il y a une armée de bots, soit des Anglais, soit des Marseillais qui viennent fausser les résultats. C'est quand même étonnant, ces résultats. Le public anglais s'est emparé de X. Non, mais après, je sais pas si on a le temps de vite fait pour la question en question, juste avant d'acquérir Bastien. C'est vrai que en termes de demi-finale pour hier, je sais pas ce que vous en pensez, c'était quand même magnifique ce qu'on a vu. Après, on en parlait un petit peu. Je me souviens d'un Ajax-Tottenham en 2019 et le triplé de Lucas Moura qui avait quand même marqué les esprits. Il y a aussi eu un Real Madrid-Manchester City il y a 2 ans, 3 ans maintenant, avec Benzema, le doublé de Rodrigo. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'on a assisté à quelque chose de beau. Et dans le passé, il y a déjà eu une demi-finale de Hersheby, c'était la Ligue des Champions où il y a eu 13 buts. Oui, dans l'ensemble des 2 matchs, c'était Liverpool-Roma. Je vous dis pas de bêtises. Il n'y a qu'un match qui nous intéresse, c'est celui de ce soir. Voilà, c'est celui de ce soir, on va y revenir. Avant, on a monsieur Bastien Aubert, le soleil de cette émission. Est-ce que tu es avec nous, Bastien? Mais bien sûr, je suis là, les amis, je vous écoute. Bonsoir à tous. Et bonsoir. Salut Bastien, t'as préparé la boîte de Kleenex ou pas, dis-moi? C'est jamais très loin. Il a l'habitude. Bastien, je vais vous le dire maintenant, je voulais pas vous le dire, je voulais garder le secret. Je crois que Bastien a un scoop. Une info Sud Radio, butfootballclub.fr. Bastien, c'est à toi.
Ouais, ben info mercato, effectivement, Aymeric Laporte qui se rapproche de l'OM. Alors il n'y a rien qui est encore signé, mais il a promis au club phocéen de tout faire pour signer au club phocéen justement cet été si la Ligue des Champions était au rendez-vous. Donc c'est très bien parti. Alors pour l'instant il n'y a rien de signé, en segment de football ça peut aller vite, mais effectivement Laporte ce sera la priorité du mercato, donc c'est plutôt pas mal parti. D'accord. Ok, pourquoi pas le relancer. C'est vrai qu'il vient d'Arabie Saoudite. Ça s'était pas hyper bien fini à Manchester City, donc pourquoi pas vu les difficultés de l'OM, non pas en défense, mais enfin en tout cas à trouver un bon défenseur central. On voit que Cornelius n'a pas donné satisfaction. Brassier est carrément parti en janvier, donc ok, à voir. Et Bastien, tu voulais aussi nous parler, excuse-moi Eric, tu voulais nous parler de Donnarumma. Ben Donnarumma, effectivement, alors en janvier c'était très chaud avec Lucas Chevalier parce qu'il est vraiment un remplaçant à Donnarumma qui n'était pas convaincant sur toute la saison, mais il a renversé la table, notre ami italien. Je pense que la Ligue des Champions a beaucoup servi et du coup les dirigeants parisiens sont beaucoup plus convaincus. Oui, ils souhaitent le garder, ils ont tout arrêté avec Lucas Chevalier, le Lillois qui est très bon, mais Donnarumma les a convaincus pour le coup. Alors il faudrait pas qu'il fasse une boulette évidemment, mais pour l'instant c'est quand même plutôt bien parti pour qu'il reste. Voilà, info-but-football-club.fr. Eric, je crois que tu as fait un malheureux là. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai entendu des trucs sur Jean-Pierre Papin. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as entendu, Eric? Dis-moi. Jean-Pierre Papin, il entraîne pas les jeunes. Il y a pas un truc là-bas au club? Bah, il entraîne les Oui, jeunes. j'ai entendu dire qu'il était en difficulté. C'est vrai ou pas? Papin, effectivement, il entraînait jeune et alors pour le coup, il devait disputer le match des légendes, donc j'ai assisté vendredi dernier. Il n'a pas joué. La question n'a pas été posée au service de com parce que c'est un petit peu tendu, mais effectivement, il y a quelque chose qui se trame de pas très. Parce que ce que j'aime à l'Olympique de Marseille, si je peux me permettre, c'est que c'est un club qui fait travailler les anciens joueurs. C'est vrai. Et ça, c'est un truc que je trouve ça formidable. C'est un club qui a de la mémoire. C'est un club qui a de la mémoire. Basile Boli, Ravanelli, Jean-Pierre Papin. Je pense que Benatia y a eu droit aussi. Et pour moi, je crois que c'est une qualité humaine de reprendre des garçons qui ont porté le maillot. Et ce qui n'est pas le cas dans un club que j'aime beaucoup en ce moment. Voilà. Ok, le message et est ça, passé. c'est pour l'Olympique de Marseille, je trouve que c'est bien. Ça s'appelle une passe D. Oui, à vous, monsieur. Non, mais après, on pourra faire. C'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est important. Travailler Après, est-ce que les dirigeants, faut pas non plus. C'est vrai ce que tu as dit, mais est-ce que les dirigeants se disent on va pas faire du social? C'est pas parce que quelqu'un a joué pour notre club qu'il va forcément être un bon dirigeant. C'est peut-être ce que les dirigeants se disent. Non, mais c'est pas ça le problème. Le truc qui est très important, c'est l'image du club. Et l'image du club, il faut reprendre. J'ai pas dit à tous les postes. J'ai pas dit qu'il y a 200 employés qu'on prend 200 garçons qui portent le maillot. Tu fais preuve de sectarisme, mais ça ressemble à rien. Exactement, mais un noyau. Ouais. C'est hyper important. Mais c'est vrai que l'OM est un club qui a de la mémoire. Et je trouve que ce que fait l'Olympique de Marseille par rapport à ça, je les félicite parce qu'on est toujours en train de taper un peu dessus aussi, nous. Mais je trouve que ça, c'est bien. Et je trouve qu'à Paris, ils le font pas. Ouais. Voilà, il y avait Fabrice Abriel avec les filles. Bon, il a été viré parce qu'il n'a pas de résultat. Mais à partir de là, Bernard Mendy aussi. Bernard Mendy, bon, voilà, il y en aura un peu d'autres quand même, non? Bon, revenons un petit peu sur l'OM. On a entendu, tu étais d'accord avec ce que dit Eric. L'OM, c'est vraiment un club de passionnés et qui a une grande mémoire et qui est, on va appeler ça du respect, qui respecte les anciens. Ouais, pour le coup, alors pour préciser quelque chose, à sa décharge, Papin, il a des résultats avec les jeunes, donc c'est plutôt positif de le garder, forcément. Mais oui, on s'en est rendu compte vendredi, le match des légendes était. Alors, il manquait un petit peu de monde. Samir Nasri qui nous a fait défaut, on n'a toujours pas compris pourquoi. Franck Ribéry qui avait un incident apparemment personnel. Boli qui n'a pas joué non plus. Il y a eu quelques couacs entre guillemets, mais quand même on s'est régalé. Franchement, j'ai pu interviewer Dragan Stojkovic, Eric Guéret. J'imagine que tout le monde a vu un petit peu malheureusement. Oui, ça m'a fait mal au cœur. Eric Guéret, ça m'a fait mal au cœur. C'était complètement incroyable parce que c'est lui qui a très clairement gagné à l'applaudimètre au niveau des supporters. Il était acclamé par tout le monde, beaucoup plus que Drogba par exemple, il faut le noter. Mais c'était quand même une super ambiance. Franchement, le Méta a fait quelques blagues. Enfin, le Méta, il a 63 ans, honnêtement, j'en donne 22 moins. C'est incroyable. Ouais, très très bien coincé. Impressionnant. T'as dit un nom là, Eric Guéret. C'est vrai que c'était émouvant de le voir, mais moi je me souviens des interviews d'Eric Guéret. C'est lorsque nous avons pris le 4e goal. J'ai dit c'est
perdu. Hein. Ouais, c'était un aura. À 3-0, il y croyait encore, à 4, il y croyait plus. Oui, c'est au-delà des performances sportives. Je me souviens que c'était lui le coach quand ils avaient gagné à Anfield avec le fameux but de Valbuena. Il avait son premier match, tout à fait. Et puis oui, il dégageait quelque chose, comme a dit Maurizio, un aura. Voilà, un peu la légende de l'entraîneur belge, tout sympathique, charismatique, et puis qui a réussi à gagner le cœur des supporters. C'est pas facile à Marseille. Ouais, c'est pas facile. Et puis, pardon, excusez-moi, monsieur, je vous coupe, mais les entraîneurs belges réussissent plutôt à l'Olympique de Marseille, puisqu'on se rappelle que Raymond Lassiance, a été celui qui a gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, les Belges, on les aime beaucoup à Marseille. C'est quelque chose qui passe très bien. Eric Guéret, c'est lui qui a un petit peu aussi amené le titre de Didier en 2010. C'est lui qui a un petit peu pavé la voie à Dédé. Donc on se rappellera tous ici à Marseille, c'est clair. Ouais. Et puis alors, pour revenir on est dans le sujet. L'OM, deuxième du championnat. Deuxième du championnat, écoutez les amis, j'ai vu une très bonne équipe de l'OM dimanche à Lille. Honnêtement, ils ont pris qu'un point, mais ils auraient mérité d'en prendre 3 malheureusement, il y a eu une boulette de Jérémy Roulis qui coupe pas beaucoup de points cette saison à l'OM, et là malheureusement il est très clairement fautif. Mais pour résumer la situation, honnêtement, la remise de la défense à 4 a été très prolifique. Personnellement, j'ai vu le meilleur match de l'Olympique de Marseille cette saison. C'était mode. Oui, parce que Lille, parce que t'as pas attendu longtemps. Au bon moment. T'as entendu la vanne d'Eric? Non, il t'a dit t'as pas attendu longtemps. Il t'a dit t'as pas attendu longtemps. Pour voir le meilleur match. 75e journée. Bravo. Ah, mais c'est vrai que c'est plus, faut plus nourrir de regrets. Ouais, voilà. Mais il faut quand même nourrir de regrets. Alors, il se dit que le but de Lillois aurait pu être refusé aussi, que Jonathan David était dans la surface au moment du 6 mètres. Après, Roulis, qui fait une excellente saison, qui est même nommé au gardien UNFP. Bon, ça peut arriver. Leur chance, c'est qu'ils sont quand même deuxième. Ils ont un calendrier plutôt abordable. Il y a Monaco-Lyon samedi qui vont se neutraliser entre eux. Il faut que l'OM en profite et pour vraiment pas avoir de regrets. Il y a d'autres joueurs de l'Olympique de Marseille qui l'UNFP, non? Il n'y a pas Benasser. Je pense qu'on fera un sujet sur Lyon prochainement, parce que financièrement ça risque d'être tendu. Il y a Karim à la réalisation qui m'a dit qu'il y a un énorme tifo au Parc des Princes. Exactement, énorme tifo, fumigène, feu d'artifice sur le toit du Parc des Princes, un tifo qui a repris les trois virages, et surtout les joueurs du PSG sont dans le couloir avec les joueurs d'Arsenal. Ils vont rentrer d'ici quelques instants. L'ambiance est très chaude. On va se régaler. Ça va être un grand moment de football. Alors là, et ça va être un grand moment de radio. L'ambiance qui monte surtout. Ah oui. Attention, grand moment de radio, parce que là maintenant, avant de laisser Bastien partir, Bastien, tu vas être le premier à nous donner ton prono pour ce soir, parce que tu as affaire à des spécialistes. Si t'as besoin, ça sera fermé ou pas? Bastien, si tu as besoin de rien, tu nous demandes. On t'explique comment t'en passer. On est nuls. Ah, on avait dit que ça jouerait au retour. On n'a pas eu le temps. On a dit que ça jouerait au retour. Bah au moins, là on s'est pas loupé. Tu veux un résultat? Moi j'ai dit un score large, j'ai eu 3-3. Moi j'ai dit ça sera fermé. T'inquiète pas, au bout de 2 minutes, il y avait 2-0. Et Pierre, je sais plus où il s'est loupé, mais on est nuls. Alors Bastien, donne-nous un prono, on a 1 minute 30. Alors je vais vous donner le prono, mais je tiens à préciser que j'avais prédit la qualification en intérieur, donc j'espère que je commence pas à t'enflammer. Non, commence pas à t'enflammer. Non, mais hier, je l'avais senti, et ce soir, je dirais un petit 2-1 pour Paris. Voilà. D'accord, c'est gentil. 2-1 pour Paris, qualification de Paris. Éric Blondel. Qualification du Paris Saint-Germain. Voilà, je sais pas. Pas de score. Allez, bouille-toi. Non, allez, 3-1. 3-1 pour Paris. Pierre. Un partout, mais victoire, qualification du PSG du coup. Ouais. Moi je vois un 3-2 pour Paris. On prend. 3-2. Ouais, 3-2 pour Paris, et je vois surtout des buts et un match ouvert. Je pense qu'on va peut-être pas avoir le niveau d'hier. 0-0. Match fermé, il y aura 5-5. Et on va demander à Paul à la réalisation. Moi, en tant que supporter niçois, c'est difficile. Mais allez, je dis victoire de Paris avec 2-0. Ouais, gentil, merci. Mais dis-moi, il n'y a pas un Parisien là-dedans. Il y a un pour Reims, un pour Bordeaux, un pour Nice. Mais qu'est-ce que c'est que cette rédaction? Paris ou Arsenal? C'est quoi cette radio? Paris, voilà, tout le monde est pour Paris. Allez, Paris. Voilà, il nous reste 25 secondes. Merci Bastien Aubert, notre partenaire de butfootballclub.fr. On passe toujours un excellent moment avec toi. On essaye toujours d'être dans la rigolade et dans l'information. On essaye de donner des infos avec la minute de Pierrot. On le taquine, mais il est hyper important. Et on a passé un bon moment avec Fred Dehu. Et on a passé un super moment avec Fred Dehu, qui doit être en train d'écouter la fin de l'émission avant de regarder le début du match qui va pas tarder. Merci les garçons, merci. Je suis hyper heureux d'être avec
avec vous, hyper heureux d'être sur cette radio, hyper heureux d'être avec Jean-Luc à la réalisation. Voilà, merci. Bonne soirée, allez prochain. Paris les gars. Allez Paris. Ciao.